Ok, nickel. Bon, ben voilà, c'est parti. Allez, zo. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de vos créateurs pas forcément préférés. Mais donc on va se retrouver à peu près toutes les 2 semaines pour discuter en fait de tout le monde de l'audiovisuel en général, de cinéma, de matos, de nos coups de cœur. Exactement, et on va pas se limiter, hein. On va pas se limiter à forcément vous parler uniquement des sorties marques ou quoi que ce soit, on va vous parler même de choses qui sont déjà sorties depuis très longtemps. On va vous parler pas que de matériel justement, on va même vous parler parfois de films. C'est un podcast un petit peu plus second degré. On a envie vraiment de traiter de ce qu'on a envie de faire, mais pas en mode lire les fiches techniques et faire des comparatifs, c'est pas notre but. Nous on va essayer de vous parler de nos expériences personnelles, de nos anecdotes de tournage par exemple. Et ce qu'on aimerait faire, c'est vraiment partager tout ça avec vous, puisque vous allez le voir, vous allez pouvoir participer à ce podcast avec nous. Exactement. Moi je suis Adelin, je suis réalisateur, étalonneur et prof en école de ciné. Et moi c'est Romain et je suis vidéaste en freelance, spécialisé principalement en post-prod, et je donne aussi des cours en école de ciné. On va partager nos expériences et puis on va vous raconter tout ça comme l'a dit Romain. Et une dernière chose avant de commencer le sommaire, sachez qu'il y aura un podcast, un coup sur ma chaîne, un coup sur la chaîne de Romain. Vous avez le lien dans la description, allez vous abonner pour suivre le podcast. Et tout de suite, le sommaire de cette émission. Alors pour commencer ce podcast, on va parler de tout simplement nos coups de cœur de l'année 2024. Et après on va vous parler d'un autre sujet, qu'est-ce qu'on attend en 2025 ? Alors ça va être des produits, ça va être du logiciel, ça va être des améliorations, peu importe. On va vous parler de ce qu'on aimerait voir arriver en 2025 dans le monde de l'audiovisuel. C'est parti, on y va pour les coups de cœur. Alors, pour commencer sur mon coup de cœur, moi c'est pour le coup un coup de cœur matos, puisque c'est tout simplement les DJI Mic, que tu connais très bien aussi. Qui sont là d'ailleurs. Hein. Qui sont là, qu'on porte. Alors ceux-ci c'est les 2e génération. Tout à fait. Mais moi mon coup de cœur c'est vraiment la 1re génération. Pourquoi ? Pour 2 atouts principaux selon moi. C'est que c'est vraiment un micro qui est ultra polyvalent. Ça c'est valable pour toutes les générations et encore plus le mini qui est sorti il y a pas longtemps, qui est encore plus discret. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est que moi j'essaie de trouver un petit peu les petits tips pour ceux qui aimeraient débuter dans l'audiovisuel, se lancer surtout en freelance comme j'ai pu être dans cette situation-là au début. Et l'avantage que je trouve avec ces micros-là, c'est qu'ils sont pas très chers. On commence à les trouver d'occasion aux alentours de entre 150 et 200 euros suivant l'utilisation. Moi je pense que maintenant on peut même en trouver moins cher que ça, ouais. C'est fort probable. Et en fait, pour ce prix-là, je trouve que c'est quand même extraordinaire ce qu'ils font. Ouais. Même la 1re génération, on l'a vu, je pense qu'on va pouvoir mettre un exemple de quand on a tourné au Danemark sur la dune avec un vent, on s'est dit mais c'est pas possible, on va jamais rien entendre et tout. C'était l'une des premières fois qu'on testait, et d'ailleurs c'était les premiers. Salut tout le monde, aujourd'hui on a décidé de vous faire une vidéo dans notre périple au Danemark. Et au final c'est bluffant. Et ce qui est bien, c'est qu'au final on n'a pas besoin de se soucier à choper des rods un peu plus chers avec des pieds, une mixette, etc. Parce qu'on peut tout enregistrer en interne, on peut enregistrer là comme c'est le cas maintenant avec le récepteur directement sur la caméra. Et ça à moindre coût. Donc pour quelqu'un qui est en solo, en freelance, c'est juste génial. Ouais, je confirme à fond, et moi d'ailleurs dans ma vidéo récemment des top 10 produits de mon année 2024, j'ai mis les DJI Mic 2 cette fois-ci moi. Alors effectivement, je te rejoins à 100% sur les Mic 1. Moi j'ai le coup de cœur sur les Mic 2 parce qu'il y a l'enregistrement 32 bits en interne qui permet, pour ceux qui ne le savent pas, en fait ça permet l'enregistrement 32 bits de faire saturer n'importe quel son et de pouvoir le rattraper en post-prod. Donc en fait vous n'avez plus à régler le gain du micro, jamais. Vous en foutez complètement, vous allumez, et puis peu importe qu'il y ait du gain ou pas, en post-prod vous le récupérez, voilà. Mais c'est vrai que tu as totalement raison, pour le prix c'est hallucinant, et je crois que les DJI Mic 2 là ils sont avec la boîte et les deux, t'en as pour 350 euros je crois. Et comme ça. En sachant qu'on peut même les acheter seuls en fait, on peut juste, au lieu d'avoir le kit récepteur, les 2 micros, ça je le conseille à tout le monde, parce que même si quand vous débutez vous en avez pas l'utilité, quand vous allez évoluer, que vous allez faire des interviews, etc., vous allez... En fait ce qui est pratique c'est que tu peux l'acheter seul, tu peux le clipper partout et tout. Alors par contre il y a quand même un seul gros défaut à mes yeux, et c'est pas du tout la qualité de son ou quoi, parce que moi je trouve que dans le boîtier en interne elle est excellente. Un peu moins avec le récepteur, mais ça c'est tous les kits HF.
grand public en tout cas. C'est déjà largement utilisable Ah oui, sans largement. trop de post-production. Non, c'est Et clair. puis en plus, tu viens mettre en post-prod un petit voice isolation. Ah oui, oui, mais c'est clair, c'est clair. C'est bon. Et juste un petit coup de voice elevation, c'est la Ouais. folie. Mais pour moi, le défaut, c'est quand même ça, quoi. C'est quand même Ils sont le beaux. DJI. Non, c'est le DJI, quoi. C'est vraiment la pub dessus. En fait, ils le font tous, hein. C'est pas que eux. Mais du coup, là, nous, on l'a pas fait forcément. Mais moi, quand C'est je Good l'utilise en Gaffer. pro, c'est Good Gaffer direct. Mm. Ou alors, tout simplement, alors moi, c'est ma solution, tu vois. J'en parlais dans ma vidéo coup de cœur. Je sais pas toi, mais moi, j'utilise surtout avec des capsules, des micros, quoi. Tu vois, j'utilise. Parce qu'en fait, on C'est vrai ne que dans pense tes pas. vidéos, on le voit, ouais, tu branches Ah ouais, moi je le branche un lavalier vrai direct micro, et c'est ça. Moi j'ai un lavalier du coup Sennheiser classique et du coup je branche le lavalier à fond et franchement je trouve ça mais formidable. ça peut être tout à fait utilisé comme ça et surtout, encore une fois, à moindre coût. Si Ouais. on en vient à devoir acheter les HF Sennheiser et compagnie, à les brancher en Ouais. XLR, etc., ça devient toute une autre organisation, quoi. Ouais, c'est toute une autre orga complètement, je te rejoins à 100%. Et même, tu vois, les kits récents que tu peux même brancher en jack, en fait, ce qu'il y a, c'est que ça coûte cher, quoi. Tu sais, en termes de prix, t'es beaucoup plus cher. Est-ce que c'est worth la différence de prix pour la qualité de son? Non, pour le commun des mortels, pas du tout. Par contre, c'est sûr que si vous allez un peu plus loin, oui. Mais au global, moi, je te rejoins à 100% sur ce coup de cœur. Et c'était aussi un des miens de 2024, quoi. Ce serait intéressant, je pense, d'avoir le point de vue vraiment d'un puriste, d'un ingé son, Ouais. qui puisse nous en parler, parce que c'est vrai que nous, enfin, moi, j'ai pas du tout des compétences assez poussées en audio Ouais, ouais, c'est clair, pour pareil. pouvoir juger de. Moi, ce que je sais, Ouais. c'est que ça suffit 1000 fois C'est ça. à l'utilisation. En fait, dans le vidéast game, je sais que ça suffit. Ah, je sais que ceux qui sont vraiment tatillons en son, ils vont préférer les Rode Wireless Go, les derniers, qui sont en fait un peu plus paramétrables et qui ont visiblement une capsule un tout petit peu meilleure dans les boîtes intégrées. Par contre, si vous mettez un lavalier dessus, ça a que très peu de différence. Les préamplis sont vraiment très similaires, j'ai l'impression. Après, je suis pas assez expert. Ouais, moi, dans une utilisation comme ici, la seule chose qui m'a fait partir sur les DJI et pas sur les Rode, c'est Ouais. la taille. Oui, d'ailleurs, ça. Je les trouve très très gros. Là encore, tu vois, avec Une un bonne petit question. bout de gaffeur, comme on disait tout à l'heure, on peut vite essayer de le camoufler un petit peu, même Oui. pourquoi pas le mettre à l'intérieur de la capuche ou quoi. Ouais. Et c'est vrai que les Rode, ça clignote de partout, c'est Ah, énorme, il y a le gros logo. C'est vrai que blanc. le Rode, même tu as raison, le format rectangulaire là, Ouais. qui est pas forcément idéal. Alors pareil, il y a les Rode mini, il me semble, mais en fait c'est toujours pareil. Là, on arrive à un stade, tu vois, technologiquement, ils arrivent à nous faire des capsules qui sont hyper petites que tu peux plug un peu partout. Alors ici, on a choisi de le faire comme ça. Ils sont très malins. Vous avez vu, il y a énormément de youtubeurs qui les prennent dans la main, machin, etc. Ça se voit de partout, donc du coup, ça se vend comme des petits pains. C'est des tout petits micros. Ouais. Mais au final, nous, dans des conditions de vidéaste, souvent on va le cacher, on va le mettre en lavalier, on va faire des choses comme ça. Mais si tu as besoin, tu le clips, hop, c'est fait, quoi. Et oui, sur C'est une vidéo, pratique. sur les vidéos YouTube, par exemple. Ouais, sur les En vidéos tournage YouTube. en extérieur et tout, c'est juste royal. C'est ça, tu le sors. Mais ton bout d'aimant, c'est royal ça Ouais, aussi, c'est c'est vrai. l'aimant. T'as Ouais, le l'aimant, clip, c'est vrai. l'aimant, Ouais, etc. C'est les possibilités. Et je crois que les Rode, ils ont aussi un aimant, je sais pas, faudrait vérifier, mais Je crois sais pas qu'ils du ont- tout. Il me semble qu'ils ont aussi un aimant. Dites-nous dans les commentaires si jamais. C'est bon pour ton coup de cœur, Romain? C'est parfait. J'ai dit ce que j'avais à dire. Eh ben, écoute, moi, je te suis à peu près sur ce coup de cœur-là aussi. Alors moi, mon coup de cœur 2024, je crois que c'est... Bon, j'en ai vraiment plein, évidemment, et j'avais fait une vidéo dessus, mais je crois que s'il y a un truc que je retiendrai que j'ai vraiment aimé, c'est un produit qui nous vient de chez Sirui. Donc je vous parle d'un produit aussi, cette fois-ci, et c'est tout simplement la CX150. Donc c'est une lumière, bah là, on peut pas vous la montrer, elle est en train de nous éclairer, mais c'est une petite lumière qui fait 150 watts, mais qui est toute petite, qui a un format, en fait pour moi c'est un format de petit ballast de grosse lumière, donc c'est vraiment un tout petit format, et même, en fait c'est un format de minette. Ce qui est intéressant, c'est ce que j'allais dire, les petites minettes Ouais. à puture qu'on a Format en palette, de minette, par ouais, exemple. ouais. Et bah c'est exactement ce format-là. Ouais. Un chouille plus gros, un chouille plus épais, Ouais. mais dans l'idée c'est tout aussi pratique. Et tu sais, on pourrait se dire, c'est pas excessivement cher, et vu le prix, tu sais, je pense Ouais. qu'on peut être un peu frileux, etc. Enfin, moi je pense que j'aurais été un peu Ah ouais, frileux. ouais, c'est clair. Et en fait, bah, en le voyant, bah, quand tu me Ah non, mais c'est tu m'as hyper fait la fort. démo, on s'est éclairé Mais sur justement. tout un set en extérieur. Ah ouais, c'est ouf. En fait, tu as 150 watts, tu es en bicolore, donc tu es en 3002 jusqu'à, je crois qu'il monte à 7000, je crois. Donc tu es en blanc et en chaud, mais c'est très bien. Alors moi, j'ai hâte qu'ils sortent une version aussi petite en RGB. Mais en tout cas, voilà, gros coup de cœur. C'est une vidéo qui arrivera d'ailleurs sur la chaîne de test, parce que c'est vraiment un énorme coup de cœur. Et en fait, c'est surtout pour son prix, tu le trouves autour des 180 €. Et le prix des accessoires qui est pas. Et le prix des accessoires qui n'est pas abusé, voilà ça, t'as un nid d'abeille avec une softbox, etc., qui n'est pas abusé non plus. Et en fait, c'est hyper intéressant et je trouve que ça vaut vraiment le coup. Pour moi, c'est un des accessoires. En fait, tu vois, là, ça m'a remis, ça fait 10 ans que je fais ça à peu près, et ça m'a remis au tout début où, tu sais, on utilisait les softbox Amazon et tout ça, Par là, voilà, avec les ampoules. avec les grosses ampoules. Exactement, LVC, là, ouais.
Et aujourd'hui, ça vaut cher, hein, d'ailleurs. Aujourd'hui, ça vaut beaucoup plus cher qu'avant. Et en fait, ça m'a rappelé de me dire, putain, toute cette puissance dans cette compacité, j'ai adoré. Et donc, je trouve que c'est un super... Enfin, bravo à Sirui, c'est vraiment un super produit. Je sais que Zion, ils font aussi la même chose. Je crois qu'il y a d'autres marques qui le font aussi, mais moi, j'ai testé que les Sirui. Et pour l'instant, c'est vraiment... écoute, moi, ça va pas être très très long. Mon coup de cœur, finalement, j'ai déjà tout dit. C'est mon coup de cœur de cette année, tu le mets partout, ça passe super facilement et encore une fois, la polyvalence, le poids, le prix surtout. Exactement. Et là, si tu fais un peu de tout, freelance, corpo, etc., YouTube, tu vois, tu peux l'amener facilement sur un petit trépied, t'es pas obligé de l'amener sur un gros pied de mille ou sur un gros pied de lumière en fait. Tu peux l'amener vraiment sur un petit trépied, comme là on a. Ouais, et l'avantage c'est que c'est ça, tu vois. Alors peut-être que les chefs opérateurs vont pas être tout à fait d'accord avec ce que je dis, mais moi par exemple, dans mon utilisation de YouTube, corpo, etc., tu t'achètes une lumière principale comme celle-ci et tu prends 2 petits panneaux LED pas trop chers mais efficaces, etc. Largement. Et t'as de quoi te... Mais en fait, c'est toujours pareil, ça dépend de ce que vous faites, vous, chez vous, mais nous, dans notre expérience, en tout cas, moi, c'est pour YouTube que je m'en sers principalement et chez des clients plutôt en corpo, tu vois. Mais en corpo et en... Enfin, c'est super, ça va nickel, quoi. Voilà. Donc, c'est tout pour mon coup de cœur. Et puis, dites-nous dans les commentaires, vous, vos coups de cœur, les amis, on attend ça. Et bien maintenant qu'on a partagé nos petits coups de cœur 2024, on va pouvoir passer au sujet principal de ce premier pilote de podcast, qui est qu'est-ce qu'on attend en 2025 dans notre domaine. Donc matos, logiciels, etc. Qu'est-ce qu'on aimerait voir arriver dans notre workflow en 2025 ? Alors, c'est un peu le gros sujet effectivement de cette émission. Je vais commencer par vous dire ce que moi j'aimerais voir en 2025, puis Romain, tu prendras la main. Moi déjà, il faut savoir que j'étais très très satisfait par l'année 2024 sur le logiciel que j'utilise qui est DaVinci Resolve. On a été gâtés. Mais on a été très très gâtés. Il y a eu la version 19 justement. Mais on a eu des mises à jour un peu plus tièdes là sur DaVinci, sur les dernières. C'est très 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 bien sûr. Mais ce que j'attends pour 2025, c'est vraiment qui close le gap en fait. Moi j'attends en 2025 qu'ils enterrent Premiere Pro, mais vraiment qu'ils l'enterrent littéralement. Et c'est marrant parce que je pense que toi tu vas dire le contraire. Moi je l'utilise encore beaucoup, j'utilise les deux. C'est très bien. Moi vous le savez, j'utilise quasiment que DaVinci, mais c'est très bien. Je suis pas en train de dire que Premiere c'est nul ou quoi, c'est pas la question. Et toi la différence c'est que tu es spécialisé en étalonnage. Oui, c'est l'étalot bien sûr. Mais ce qui est sûr, c'est que j'aime tellement les fonctions qu'il y a sur DaVinci. Moi, j'attends qu'ils s'avancent un peu sur des nouvelles fonctionnalités. Et pas seulement de l'IA, parce que je sais qu'on parle beaucoup de l'IA, c'est beaucoup le sujet du moment. Et l'IA, c'est très très cool, il y a des trucs très cool. Mais moi, ce que j'attends, tu vois, c'est des fonctionnalités de simplification. C'est par exemple la gestion des fenêtres. Venant de Premiere, c'est insupportable. Ouais, la gestion des fenêtres. Alors, la gestion des fenêtres, je comprends. C'est vrai que quand tu viens de Premiere, c'est insupportable. Mais après, en fait, la gestion des fenêtres, ça permet, dans le monde éducatif, d'avoir tout le monde le même workflow et tout ça. Et ça permet d'avoir moins de problèmes. Mais effectivement, tu as raison, il y a ça. Moi, ce que j'attends, c'est des améliorations encore sur le Blackmagic Cloud, dont on parlera. On a un épisode qui va arriver où on parlera de ça aussi, parce que c'est vachement intéressant sur les workflows, vous allez voir. J'attends des grosses améliorations aussi sur la partie peut-être étalonnage, où on pourrait avoir... Moi, j'adore en fait l'interface, mais je comprends que pour les néophytes, elles sont un peu complexes. Alors, c'est vraiment un truc d'apprendre au début, parce qu'une fois que tu l'as, c'est très facile. Mais tu vois, par exemple, ils pourraient faire un nouvel onglet avec un color light, tu vois, par exemple. Ce serait un color, mais plus simple. Donc, pourquoi pas pour les débutants. Ce que j'aimerais aussi, c'est une version de Fusion qui soit aussi plus simple à utiliser. Pour les débutants, c'est mon cas, hein. Moi, je suis débutant sur Fusion, mais quelque chose de plus simple à utiliser. Déjà que ça a été bien mis à jour en 2024, là. En fait, moi, j'attends des améliorations, des petits plus par-ci, par-là qui manquent à droite, à gauche et qu'on peut retrouver, par exemple, sur Premiere ou sur d'autres logiciels. En vrai, il n'a pas beaucoup de choses qu'on ne retrouve pas ailleurs, hein. Au global, maintenant, c'est un des meilleurs logiciels. Et d'ailleurs, beaucoup de gens ont switché dessus. On en parlera dans une autre vidéo, c'est pas le sujet non plus. Mais moi, cette année, voilà. Donc moi, j'aimerais des améliorations sur les logiciels. C'est un peu vague ce que je dis parce que j'ai pas précisé quelque chose en particulier parce qu'il y a énormément de choses que je pourrais vous dire. Mais moi, voilà, je voudrais des améliorations de logiciels. Et puis, il y a une deuxième chose que j'attends en 2025. Et là, c'est dans le milieu des caméras, dans le domaine de la caméra. J'attends que les constructeurs nous sortent des boîtiers, et j'espère ma marque préférée qui est moi Lumix, j'espère qu'ils vont nous sortir des gros boîtiers cette année, donc le fameux S1H2 qu'on aimerait tous voir, j'aimerais qu'ils sortent assez rapidement, j'aimerais qu'ils sortent cette année et j'aimerais qu'ils soient
vraiment très très bon. Donc j'attends un filtre LPF, de la 4K 120 sans crop, enfin vraiment un modèle très très haut de gamme avec mon rêve pour 2025, du Blackmagic Raw intégré sur un Lumix. Alors je pense que c'est absolument pas possible pour des questions de licence, mais si ça arrivait, ce serait phénoménal. Et j'attends aussi, mais ça, tu le sais, on l'avait fait avec le GH7, j'attends aussi que le nouveau Lumix, le gros boîtier Lumix qui arrivera cette année, c'est sûr, ce soit un boîtier qui intègre le Harry C. Alors, soit le C3, soit le C4, mais ça pourrait être hyper intéressant que Lumix arrive avec un boîtier flagship vidéo, filtre LPF, Harry C. Pour moi, c'est vraiment mon attente 2025. À voir s'ils le feront ou pas, ou alors un format cubique. On attend tous aussi un format cubique. Il y a eu des rumeurs comme quoi ils étaient en train de développer un format cubique, tu sais, comme les Red Komodo, etc. Alors, est-ce que on va voir ça arriver? Je n'en sais rien, mais je l'attends à mort, ça c'est clair. Voilà, c'est un peu mes attentes. Moi, j'ai une question que tu me soulèves du coup en Dis-moi. parlant de ça par rapport au GH7 et au Harry-Lock. J'ai vraiment eu l'impression que c'est passé un peu à la trappe. C'est parce que pour le grand public. Ouais, c'est ça. En fait, qu'est-ce que t'en penses Alors, encore? Enfin, j'imagine que la vidéo en qu'on fait- a faite. En fait, moi, la question que tu poses, elle est intéressante. C'est que cette fonction-là, c'est une fonction qui est très très niche. Parce que c'est une fonction pour. Déjà, elle coûte 200 € sur le GH. Donc, c'est un prix qui est pas très cher pour des pros. Hein, pour une société, on s'en fout. Mais pour, tu vois, un vidéaste indépendant, c'est un prix. Et en fait, c'est pas pour un vidéaste indépendant. Tu vois. Pour moi, c'est vraiment cette fonction-là, comme je l'ai dit dans la vidéo, c'est une fonction. C'est normal qu'elle soit passée à la trappe parce que c'est une fonction qui est très très niche. C'est une fonction qui est faite pour travailler avec un GH7 comme caméra C, tu vois. Donc, comme crash cam en fait. C'est une caméra qui va te servir que, tu vois, pour faire matcher avec ta Harry. Pour moi, je l'ai conclu un peu dans la vidéo et je pense que ça va répondre à ta question. Pour moi, l'intérêt du Harry Lock C en tant que tel versus le Vlog, il n'y a pas d'intérêt en fait. Ça n'existe pas. L'intérêt n'existe pas. Le Vlog est très très bien et on arrive même à comprendre et à voir aujourd'hui qu'il fait quand même un petit peu mieux que le Harry Lock C sur le GH7. Donc, l'intérêt est pas là. Par contre, quand on sera sur du full frame, donc avec une meilleure dynamique, avec un capteur plus important, là par contre, ça va devenir intéressant de voir les limites du Vlog face aux limites du Harry Lock C intégrées sur ce boîtier-là. Et c'est pour ça que je rêve de cette spec. Et là, tu verras que potentiellement, peut-être que si ils nous sortent un gros flagship qui est déjà pas grand public, peut-être que cette nouveauté, elle passera moins à la trappe. Parce que du coup, tu seras plus sur. du tout le même Voilà, public. Ouais, c'est ça, clair. tu vois. Ouais. Et donc, en fait, tu te retrouveras, pour moi, alors je vous fais ce que je pense un peu du truc, hein, mais tu as la Red Komodo, Red qui a été racheté par Nikon récemment. Donc, on peut imaginer que dans quelques années, 2-3 ans, le temps que ça se mette en place, Nikon, ils sortent aussi des produits similaires, sans se cannibaliser, mais tu m'as compris, un peu moins cher. Il y a Canon avec la C70, C80, C400, etc. Enfin, toutes les caméras de chez Canon, tu vois, cinéma, donc format box. Chez Sony, on a la gamme FX qui est une gamme qui fonctionne très très bien, qui est excellente. On a bientôt potentiellement une FX 3.2 qui va être annoncée. Hein, c'est vraiment la rumeur du moment. Donc, c'est des formats qui sont un peu plus box, mais on est quand même loin du format vraiment Komodo. Et récemment, pour moi, le meilleur format qui s'en rapproche, c'est le meilleur rapport qualité-prix-image. Tu le sais, on l'a testé, c'est la Pixies chez Blackmagic, qui est excellente. Et donc, peut-être qu'on irait vers, si tu veux, une transformation où on a une part du marché. Donc là, je parle vraiment de la vidéo, hein, d'accord? Donc les photographes, ne me tapez pas, je parle que des vidéastes. On a, tu vois, si tu veux, une part de marché qui sera vraiment où tu as Lumix qui aurait son flagship. En fait, ce que je voulais dire, c'est que chacun a un flagship. On retrouverait les équivalences un peu partout. C'est ça, on retrouvait l'équivalence qu'on n'a pas pour l'instant chez Lumix. Parce que là, pour l'instant, chez Lumix, on n'a que le S100H qui est une machine de dingue. Il est exceptionnel. Le filtre LPF, croyez-moi, en termes d'image, il n'a rien à envier aux autres. Mais il nous manque toutes les fonctions qu'il y a autour. Il nous manque la 4K 120, la 6K, la 4K sans crop, hein, en 60. Enfin, en fait, faut que tout ça ne crop pas. En fait, faut que la 120 ne crop pas. Faut arrêter avec les crops. Faut nous balancer tout et tout d'un coup, parce que sinon, ça va être vraiment compliqué au regard de la concurrence. Donc voilà, donc pour moi, c'est vraiment un aspect de cohérence. On arrive dans un domaine où Lumix pourrait cannibaliser tout le marché cinéma light et même une partie, donc je ne parle pas des longs métrages, mais même dans les longs métrages, du coup, même dans les longs métrages, puisque sur les longs métrages, il faut savoir que sur 10 films, il y en a 7,75 qui sont faits avec une Harry,
Et donc, on aurait comme crash cam, à la place d'avoir une autre Harry en crash cam, qui coûte très cher, on aurait un S1 H2. Tu vois ce que je veux dire? Avec filtre LPF, etc. Donc, ce serait un game changer. Et ce serait aussi un game changer vis-à-vis de, par exemple, la Komodo et tout. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi tu utilises une Komodo? Parce que la Komodo, elle est pas chère. Tu as l'image RED, qui est une image extraordinaire. Tu as tout, en fait, les bons points que tu vas retrouver chez RED, sans avoir les aspects trop négatifs des RED qui sont trop chers. Mais si demain, tu mets en face un Lumix qui a le Harry Log, d'accord? Donc qui ressemble vraiment à une Harry, qui arrive à avoir une dynamique de dingue, une vraie bonne dynamique. Parce qu'aujourd'hui, tous les constructeurs, c'est pareil, tu vois, ils mettent tous 14 diaph, etc. Mais dans les faits, il n'y en a aucun qui fait vraiment 14 diaph. Donc ça, c'est pareil, on n'en parle pas assez, mais tu vois, scientifiquement, ils sont un peu en dessous de ce qu'ils annoncent, voire même parfois beaucoup en dessous. Donc quand on aura ça, quand on aura ce boîtier-là, moi je pense qu'on peut aller avec du Harry Log C, on peut vraiment voir quelque chose, d'envisager quelque chose de très très intéressant, très haut de gamme, mais très intéressant. Voilà, bon ça c'était un peu... voilà, je suis parti un peu loin dans la question, mais c'est mon idée quoi. Je te renvoie un peu maintenant la question. Qu'est-ce que toi t'attends? Dis-nous-en. Alors moi, pour le coup, je vais prendre complètement le contre-poids de toi sur, sur Vas-y, DaVinci. hein. On n'a pas tout à fait le même point de vue là-dessus. Ouais. Tout simplement parce que moi, c'est encore, j'utilise les deux. J'utilise les deux en fait de la même manière. Ouais. J'ai que toi, autant tu de projets utilises sur autant, DaVinci ouais. que de projets sur Premiere. Les cours que je donne, c'est encore sur Premiere. Mhm. Donc, en fait, si tu veux, j'aimerais avoir les deux des meilleurs des mondes, tout dans, tu vois, qu'on garde, mais qu'on ait un peu. En fait, toi t'aimerais que les deux fassent les qualités de l'autre, quoi. Voilà, voilà. Ouais. Alors, je sais que ça n'arrivera sans doute pas parce que c'est pour le moment, c'est loin d'être le cas. Mais c'est ce que t'espères. Mais c'est ce que j'espère. Et j'espère qu'en 2025, en fait, c'est vrai que j'admets qu'on a quand même beaucoup plus de fonctions sur DaVinci qui deviennent essentielles et des gains de temps énormes, Eh oui. notamment avec l'IA. Et Première, bon, ils ont essayé de sortir des petits trucs, l'allongement de la vidéo, là, mais à mon sens, c'est encore pas utilisable. Enfin, Oui, en plus j'ai vu que apparemment, alors j'ai pas testé, mais je sais pas si pour ceux qui l'ont testé, apparemment en plus c'est très très long. alors, c'est très long à générer. Tu peux le faire que sur de la HD, je crois, pour le moment. D'accord, ouais. Donc, pas de 4K. Donc peut-être qu'en 2025 ils vont améliorer ça. Peut-être. Parce que ça va tellement Et vite. tu peux le faire que sur 2 secondes. Donc, c'est vraiment. Ah oui, ouais, c'est Moi, je vois vrai. ça comme tu as 2% de chance dans Ouais, ton ouais. projet où ça va pouvoir Ça te va, servir. Et en fait, voilà, ça m'a pas encore assez convaincu. Et c'est dommage parce qu'on sent qu'ils ont compris qu'il y avait un truc à faire, mais ça va pas assez loin. Et malheureusement, le gap pour le moment n'est Alors, pas. moi j'ai une resserré. question à te poser parce que c'est la question que Atom posait. Donc Atom, pour ceux qui le connaissent pas, c'est un youtubeur qui fait pas mal de VFX, tout ça, qui a toujours été en boulot, en bisbise avec Adobe. Et puis un jour, il en a ras le cul, il s'est barré. Enfin, il y a une histoire en tout cas avec Adobe. Et depuis, il est sur Nuke et DaVinci. Et bref, la question qu'il disait Atom, et moi je pense que je le plus sois, parce que vous savez, moi j'ai une histoire aussi avec la chaîne, j'ai eu plusieurs fois des gros problèmes avec Adobe. J'avais fait une vidéo qui avait buzzé à l'époque qui s'appelle La mort de La mort de Premiere Pro. Premiere Pro. Voilà. Et la question c'est, est-ce que le problème d'Adobe n'est pas le code? En fait, est-ce que le problème de... Alors, moi je suis pas développeur, mais j'ai entendu dire pas mal que le problème d'Adobe, en fait, le problème de Premiere et d'Adobe, c'est son architecture. C'est qu'en fait, l'architecture est trop vieille et qu'il n'arrive pas à l'évoluer parce que dans le code, en fait, elle est trop figée. Alors, les développeurs, ça m'intéresserait si vous pouvez dans les commentaires nous répondre, sur, peu importe sur les plateformes hein, d'ailleurs. C'est vrai que Qu'est-ce que tu penses de en ça? utilisation, c'est vrai, ça je peux pas te dire le contraire, on voit une grosse différence de fluidité, de stabilité. Alors encore, Mais est-ce que je tu trouve vois qu'ils n'arrivent pas à rattraper leur retard? Est-ce qu'ils sont Eh pas ben, je bloqués à cause de ça? mais tu je vois trouve déjà que maintenant j'ai beaucoup moins de problèmes Ok. que, Donc ils ont déjà stabilisé, tu penses, maintenant? sur Premiere comparé à avant. Je sais pas si vous qui utilisez encore Ah, mais Premiere, c'est pareil. c'était l'horreur. Donc, Moi, je me souviens, la version 2018, 2019, 2020, mais mec, je me tirais les cheveux. Genre, vraiment, on avait des clichés absolus. On envoyait les projets à Adobe au service client. Les mecs, ils te disaient non, non, tout va bien. Ouais. Je pense qu'il y a aussi un gros problème entre. Tu vois, typiquement, j'ai eu pendant très longtemps tu t'en souviens, une très très grosse tour qui Ouais. m'avait coûté très très cher. Ouais, Et j'avais des problèmes mais insupportables, Ouais. des blue screen, etc. mais c'est dingue ça. Et depuis, Ça, ça j'ai vous- acheté un bon MacBook, quoi. Ouais, Et j'ai quand même senti une différence où c'est plus fluide et il y a moins de problèmes. Donc ça vient aussi, je pense, de l'OS. d'une part d'OS et de matériel. Et puis, il y a d'autres trucs, tu vois. Je sais que c'est Secret de Monteur Pro, Cyril. Donc, Cyril, qui est un excellent monteur, qui lui a une carrière de fou. Je sais pas si vous connaissez sa chaîne, Ouais, il ouais. est excellent. Allez voir hein, la chaîne de Cyril. Et Cyril, lui, il a fait une vidéo où il expliquait comment on utilise correctement Adobe Premiere et il expliquait que pour éviter, donc déjà, il a dit systématiquement tu fais des proxys. Voilà. Alors, déjà, moi, ce truc-là, je trouve ça. Je suis pas d'accord avec ça, moi. Mais en du fait, tout. c'est ça. En fait, justement, c'est qu'il a raison, mais du coup, je suis pas d'accord avec ça. C'est que pour moi, tu vois, pour des montages
qui sont pas si compliqués que ça pour des youtubeurs, etc. On devrait même pas avoir à faire des proxys pour des trucs qui durent pas 2 heures. En fait, quoi. en général, bah, tu vois, typiquement, Ils sont pas trop lourds, je veux dire. Hein. une vidéo YouTube sur ta chaîne, on essaye d'y passer, Ouais. d'être efficace, quoi, de gagner du temps et tout. Mais nous, clairement, tu Si vois, on a déjà à jamais eu- chaque début, on n'a jamais alors, fait de proxy, on mec. parlera du Blackmagic Cloud, du coup, parce que Oui. là, ça nous a changé un peu le workflow. C'est encore Mais autre chose. si déjà on a un montage qu'on boucle en Mais 4 ouais. heures, 5 heures, et Ah qu'on ouais. passe 2 heures à encoder les proxys, Non, c'est pas possible, ouais. Et en fait, c'est ça. Donc, en fait, il a raison. Hein, factuellement, il a totalement raison. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, faut avoir ça pour que ça bug pas sur Premiere Pro. Mais le problème, c'est que déjà, ça prend du temps de faire des proxys. Et puis surtout, mais à la limite, quand bien même, c'est surtout que de devoir faire des proxys alors qu'on a des super machines et que DaVinci n'en a pas besoin. C'est ça. Par exemple, il y a des logiciels comme Final Cut ou DaVinci, ils n'ont pas besoin de faire de proxy pour que ça marche bien. Et évidemment, je vous parle pas de rush en RAW ultra compliqué à traiter. Et encore que, paradoxalement, n'oubliez pas que le H264, c'est plus dur à traiter que la plupart des RAW. Hein, d'accord, ça, c'est une croyance aussi. Mais en fait, le H264, c'est un codec qui n'est pas du tout un codec de post-production. C'est un codec vraiment de lecture. C'est très différent. Et du coup, il est vraiment mal traité par l'ordi. Et l'autre truc que disait Cyril, c'est ça que je voulais te dire, c'est que il faut savoir qu'apparemment, sur Premiere Pro, donc ça, moi, je ne le savais pas, hein, c'est Cyril qui me l'a appris, c'est qu'il ne faut surtout pas utiliser sur Premiere Pro des fichiers MP3. Parce que dans la timeline, en fait, Premiere Pro déteste les MP3 et ça fait tout bugger, en fait. Apparemment, c'est ça qui fait que petit à petit, ça se ralentit énormément. Alors moi, j'avais noté qu'il y avait les MP3, du coup, donc depuis sa vidéo. Et surtout, l'autre truc que j'avais noté, c'était les effets audio qui sont très très mal gérés. Donc dès que tu mets un compresseur, un EQ, t'as tout qui rame à mort. Voilà, et ça, tu l'as pas sur DaVinci. Mais voilà, excuse-moi, c'était pour se lancer la question. Non, mais ça rejoint tout à fait. En fait, moi, ce qui me frustre un peu, c'est qu'on a, bah, comme d'habitude, les mages annuels, en fait, qui Ouais. sont soi-disant les grosses mises à jour Ouais. du logiciel. Et en fait, bah, là, tu passes de première 2017 à première 2025. Alors oui, tu as des outils, tu as l'allongement de la musique, etc., ce genre de choses, la transcription qui ont été améliorées, etc. Oui. Mais Ouais. à part ça, fondamentalement, si tu bossais aujourd'hui encore sur première 2017, ce serait pas très gênant. Ouais, c'est en fait Comparé à la dernière version. Et ça, c'est dommage. C'est pas mal ce qu'il vient de dire là quand même. C'est ouf quand même ce que tu viens de dire parce que au final, je trouve ça hyper intéressant parce que je suis assez d'accord avec toi, même si je bosse plus sur Premiere, je suis quand même d'accord avec toi que c'est reconnu, hein, tous les utilisateurs d'Adobe. Le problème, c'est que c'est toujours un peu pareil. Il n'y a pas trop de gros changements au niveau des mises à jour et surtout, il n'y a pas trop de mises à jour, contrairement à DaVinci. Alors évidemment, moi je vous vends ma paroisse. Donc peut-être que ce que tu aimerais, c'est ça. Ça, c'est tout à fait vrai. Quand on passe d'une année à l'autre et qu'on a la première 2024, 2025, Ouais. 2026, etc., c'est censé être la mise à jour principale. Et au Ouais, final, t'as pas après, grand-chose. dans l'année, on a des correctifs mineurs, Ouais. mais on n'a rien on De n'a rien foufou, quoi. de très concret qui nous apporte vraiment des choses. Et à chaque grosse mise à jour, ouais, on a des semblants de nouveautés, Ouais. mais qui sont pas assez poussés, quoi, je trouve. Ouais, je suis d'accord. Je suis 100% d'accord. Et en fait, ce que j'aimerais, c'est vraiment qu'on ait ce truc-là où Premiere, ils arrivent à innover aussi de leur côté, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, après, j'espère qu'ils vont continuer quand même sur l'IA et tout, parce que je pense que là-dessus, ils sont quand même bien en avance sur le côté génératif. Après, on voit avec, tu vois, Photoshop, hein, qui est excellent, tout ça, c'est excellent. Ça, il n'y a rien à Il y a un dire. truc que j'adore avec tous les Adobe, c'est l'IA sur Photoshop, Photoshop, l'IA Lightroom, sur Illustrator et Oui, voilà. pour ceux qui font du motion design, c'est fabuleux, je l'utilise tout le temps. Ouais. Le Dynamic Link, c'est génial. Alors, tu vois, le Dynamic Link, moi, justement, ça, c'est un truc. Finalement, on est parti vachement sur Adobe, mais le Dynamic Link, ça, c'est une question qui, moi, m'est très problématique parce qu'en fait, le Dynamic Link, par exemple, le Dynamic Link Premiere After, en fait, on s'aperçoit qu'au final, il est inutilisable. Et ça, c'est un truc. C'est Cyril aussi qui en parlait, je crois, dans une de ses vidéos. Au final, il y a pas mal de choses qui font que. Non, c'est Atom, pardon, je veux pas dire de bêtises, je crois que c'est Atom qui en parlait, qui lui du coup fait que du FX, tu vois. Et en fait, au final, si vous faites que du FX, c'est pareil, finalement, tu te retrouves baisé. Et en fait, c'est toujours pareil, t'as une idée qui est bonne, mais qui fonctionne pas forcément partout. C'est vrai que c'est Adobe en fait. Le Dynamic Link est parfait pour ceux qui vont faire des petits synthés sur After, C'est ça, des petits synthés, des petits machins, et tout, il n'y a pas besoin de trop de temps de rendu, etc. Sinon, il faut faire de l'export et donc ouais. du coup, ça change rien. Et au final, ça rend les choses compliquées parce que tout crame. Mais donc, je te recentre sur la question au final. Donc toi, ce que tu attends en 2025, c'est que Adobe se mette un petit peu au niveau en termes de peut-être de fonctionnalités un peu plus type voice isolation, tout ça. Typiquement ça, c'est fabuleux sur DaVinci, on n'a pas trop l'équivalent sur Premiere. Bah il y a Adobe Podcast, mais ça marche très mal. Et puis c'est pas intégré dans le logiciel. Ouais. Et ce que je trouve vraiment dommage, c'est ça, c'est qu'on a l'impression que Premiere, ils se raccrochent à ce qu'ils peuvent,
Tu vois, t'as l'image au bord du gouffre avec Da Vinci qui donne le coup de pied à Première. C'est clair. Non, mais c'est ça. Ouais, Et c'est ça, tu vois, on sent qu'il rame, et c'est dommage. Et attention, on ne dit pas, il ne dit pas, et je ne dis pas non plus, on ne dit pas que Premiere Pro n'est pas encore le logiciel le plus utilisé en montage. Ah oui, attention. C'est le logiciel le plus utilisé en montage, et c'est aussi le logiciel sur lequel il se monte encore des longs métrages. Sur DaVinci, à ma connaissance, non, tu vois. Ou en tout cas, très peu. Donc, attention, hein, on ne dit pas du Il y a tout encore que c'est... beaucoup de projets en équipe qui sont Ouais. travaillés sur Premiere. Non, mais DaVinci a pris un élan de fou, mais au niveau montage, Premiere Pro, c'est encore... voilà, attention, c'est un très bon logiciel et tout, on ne dit pas. C'est tout pour ton souhait à peu près, toi? Écoute, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Ouais. Donc vraiment, on est sur du logiciel à fond, toi. Hein. Ouais. Écoute, en tout cas, ce serait là, si je devais réfléchir, ce serait vraiment ce qui me manque là dans l'immédiat, quoi. Et je te pose une dernière question avant de passer à la suite. C'est sur ton temps, toi aujourd'hui, toi qui es monteur justement, qui a une formation de monteur à la base, tu dis que tu montes un peu sur tous les logiciels, puisque rappelez-vous, hein, le monteur de toute façon c'est ton outil. Donc toi, après, ce serait plutôt comme un chauffeur de taxi. C'est post-production un peu en général, surtout en freelance, on est amené à faire un peu d'after. Bien sûr. Mais du coup, ce que je veux dire, c'est en fait, là, en tant que monteur et en post-prod, c'est la métaphore du taxi. Hein. Tu as un taxi, il a n'importe quelle voiture, il est toujours chauffeur de taxi. Et du coup, toi, ma question, c'était ta proportion de Premiere par rapport à DaVinci, c'est quoi aujourd'hui? Moi, je suis d'accord avec déjà ton image du taxi. C'est clair qu'un monteur, les bases fondamentales du montage, que tu bosses sur Premiere, sur DaVinci, sur Final Cut. Désolé pour ceux qui sont encore sur Sony Vegas, mais les bases du montage, c'est les mêmes. C'est pareil. Un vrai monteur. Désolé pour ceux qui sont encore sur Final Cut. Alors évidemment pas au début quand on est débutant, mais il y a vraiment ce truc-là où quand tu as ton permis de conduire, tu vas pouvoir conduire sur une automatique, sur une manuelle, sur une Porsche comme une 4L. Tu vois. Bien sûr. Et ça c'est factuel, je suis d'accord avec toi. C'est pas un problème. Là, si tu es spécialisé en post-prod, il faut que tu saches au moins utiliser DaVinci et Premiere et savoir switcher ton environnement sur l'un et l'autre. Et tu es capable là de me dire à peu près tes projets, combien ça représente en proportion? Je pense que je suis 40% sur 40-60. DaVinci et 60% sur Premiere. Ok, bah écoute, merci mec pour cette explication. On va passer à la suite. Bon, maintenant que cette rubrique est passée, eh bien, si vous vous souvenez, au tout début du podcast, j'avais parlé que vous pourriez participer avec nous. Et ben, je te laisse du coup, Adelin, expliquer. Exactement. Alors, on a mis en place un système que d'autres copains ont déjà mis en place et que je trouve super, c'est de vous faire réagir et on répondra dans le podcast suivant. Donc là, en fait, on a un répondeur vocal, vous cliquez dessus et vous allez pouvoir envoyer un message vocal. Et nous, on va sélectionner un ou plusieurs messages et on va clore le débat dans le podcast suivant. Donc, dans chaque podcast après celui-ci, qui est le premier, il y aura du coup un retour sur le podcast précédent avec votre message vocal. Nous, on trouve ça très cool. Donc, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez aimé en 2024, votre coup de cœur, et puis aussi ce que vous attendez. Donc, vous pouvez le faire en deux temps, ce que vous avez aimé en 2024 et ce que vous attendez pour 2025. Ça peut concerner tout l'audiovisuel, le cinéma, n'importe quoi. Vous pouvez nous dire, par exemple, que vous attendez plus de films français et moins de films américains, ce que vous voulez. En fait, il faut vraiment qu'on arrive à transmettre notre philosophie de ce podcast. Exactement. On est en train de commencer, c'est le début. Et on essaie vraiment d'être pas trop technique, assez léger, que ce soit agréable. En fait, c'est une discussion entre vous et nous. Ouais, exactement. Et en fait, c'est ça. Et sur plein de sujets, en fait. Si vous avez envie de parler de quelque chose, nous poser une question sur quelque chose, d'une découverte que vous avez fait, comme nous, on est en train de le faire là devant la caméra, sentez-vous libre de nous proposer des sujets. Exactement. Donc, vous cliquez, c'est dans la description. Vous pouvez aussi nous laisser tout un tas de commentaires sur YouTube. Et puis, pour ceux qui écoutent sur les plateformes comme Spotify, Apple Music, etc., bienvenue à vous, c'est tout. C'est cool, ça fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner aussi. On se retrouve dans 2 semaines sur la chaîne de Romain pour un autre podcast avec un autre sujet. Et puis peut-être que aussi le podcast aura un nom d'ici là. Oui, peut-être parce que c'est vrai que nous, on est particulièrement doués à trouver des noms. Exactement. Et qu'on a fait pendant plusieurs heures, mais on n'a aucune idée de nom. Donc ça va venir. On n'est pas encore. Ça va venir. Voilà. Là, il faut se dire que c'est encore du provisoire. Du bricolage. Puis moi, on vient d'arriver dans le nouveau studio. Exactement. C'est le nouveau studio et tout, c'est du provisoire. Donc on bricole tout ça. On se revoit très vite. Merci d'avoir suivi ce podcast. À bientôt. À plus.